Ok, l'enregistrement est parti. J'entends plus la salle. Ok. Ce que je vais faire, est-ce que je vais faire mais désactiver tous les coins. Ouais, les cheveux me perdent, là. Je suis chez moi. Les cheveux. Ok, let's go for it. Chef, on est parti. Allez, on y va. Je vais couper vos micros. Et une fois que je vais partager mon écran, je vais vous mettre sur mon autre écran. Donc, ne vous étonnez pas si quand je vous parle, je le fais tout le temps comme ça. Mais n'hésitez pas à le réactiver si vous avez une question. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une partie de la formation où vous pourrez poser toutes les questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les. Et j'y reviendrai plus tard. J'essaie de désactiver le micro. La technologie n'est pas avec moi aujourd'hui. OK. Hop, c'est parti. Par contre, je vous affiche en grand et je vous transporte de l'autre côté. OK. Super. Alors, déjà, merci pour d'être présent à la formation d'aujourd'hui. Visiblement, c'était moins évident que prévu. L'objectif d'aujourd'hui, c'est ça fait maintenant quelques semaines que je travaille avec Nicolas, que nous travaillons ensemble pour mettre en place un flux, ce qu'on appelle un flux de candidats acheteurs, c'est-à-dire un suivi semi-automatisé de tous les candidats acheteurs qui vous font des demandes d'informations, soit via les portails immobiliers avec lesquels vous travaillez, soit avec votre site Internet dans un futur relativement proche. L'objectif, en fait, de cette formation, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui a été mis en place, pourquoi on l'a mis en place, et de vous expliquer le sens, en fait, de cette mise en place. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer ce que nous avons, quel est le sens de notre réflexion et ce qui a été fait. Donc, pour rappel, vous le savez sans doute, mais je vais peut-être parfois vous parler de choses que vous connaissez pleinement, mais je me dis que c'est pas inutile de rappeler les bases, comme ça, on est tous bien alignés sur ce qui se passe. Donc, pour rappel, vous avez un tunnel de vente dans Wise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, chaque contact a un statut du tunnel qui peut être soit froid, intéressé, chaud, prêt à signer, signé ou abandonné. L'objectif de ces statuts, c'est de savoir où en est le contact dans son processus d'achat ou dans son processus de mise en vente. Le WISE vous permet pour chacun de ces statuts, donc à chaque étape dans laquelle se trouve votre contact, d'avoir un suivi semi-automatisé, c'est-à-dire qu'on va l'accompagner dans son projet immobilier. On va l'accompagner certes, mais l'objectif étant de l'accompagner sans vous occasionner un surcroît de travail, que du contraire, l'objectif c'est de pousser le contact dans la maturité de ce projet, lui donner des infos, lui donner des conseils, et donc avoir des contacts qui sont un peu plus mûrs dans leur prise de décision, un peu plus matures, pardon, dans leur prise de décision. Et on va en profiter sur le plan de la communication et du marketing à installer et à fixer la marque Terre et Pierre auprès de toutes ces personnes. Donc, en fait, on sait que dans tout business confondu, 50% des contacts ne reçoivent jamais un second suivi, si vous voulez, après un premier appel téléphonique. Et ici, l'objectif, c'est ça, c'est d'entretenir la relation avec les gens, de positionner Terre et Pierre comme étant un conseiller immobilier dont ils ont besoin pour faire une transaction, quelle qu'elle soit, et la faire dans les meilleures conditions possibles. Si je dis des grosses bêtises, Nicolas, vous êtes le seul autorisé à m'interrompre. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? C'est lorsque un contact, donc ces statuts du tunnel sont automatisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un contact est froid, ça veut dire que vous avez eu via les coordonnées de quelqu'un qui, dans le cas qui vous occupe aujourd'hui, qui cherche à acheter. Vous êtes à un club de foot après un entraînement quelconque et quelqu'un vous dit ah ben oui, moi j'aimerais bien acheter avec mon épouse, blablabla. Ok, vous avez ce contact, vous l'encodez dans la base de données, mais donc à l'origine, c'est vous qui initiez la relation, d'accord?
Un contact intéressé, c'est quelqu'un qui va faire une demande d'information, quelle que soit la plateforme via laquelle il l'a fait, et donc qui est encodé automatiquement dans la base de données. C'est lui qui initie la relation, c'est lui qui vous fait une demande d'info sur un bien. Et donc, d'office, il va avoir ce statut qui est intéressé. On sait que 99, allez, j'exagère peut-être, 95% des contacts ou des candidats acheteurs viennent de ces portails Internet ou de votre site Internet. Raison pour laquelle nous, on s'est vraiment concentré sur le suivi de tous ces contacts qui rentrent via les portails. Donc, ça, c'est le statut intéressé. Je peux intervenir, Isabelle? Oui, oui. Nous, dans notre organisation, c'est exactement ça, hein. Tous les gens qui rentrent sur Le Bon Coin, se loger bien ici, ils sont automatiquement mis en intéressé. Déjà, c'est comme ça que c'est comme ça que ça rentre. Voilà. Et on a travaillé fort sur le statut d'intéressé et le statut de chaud. Et Isabelle va expliquer la différence entre les statuts. Et surtout, ce qu'on a travaillé, c'est qu'il y ait le moins d'actions humaines possibles pour avoir le moins de contraintes possibles, puisqu'on s'était rendu compte que la première checklist, elle était contraignante. Et donc, cette première checklist-là, elle nous a permis de sortir une version 2 améliorée et plus intuitive de la version 1, en fait. Voilà. Merci Isabelle. Merci Nicolas. Donc, en effet, tous les contacts qui rentrent des médias, statut intéressé de manière automatisée. Je vais revenir sur ce qu'on a fait pour le statut intéressé. Je vais juste finaliser sur les différents statuts. Le statut chaud est automatiquement attribué au contact dès qu'il prend un rendez-vous. Un rendez-vous avec vous pour définir son projet ou un rendez-vous pour visiter un bien. Ça, c'est le statut chaud. Ensuite, on a le statut préassigné qui typiquement est un statut qui va être automatiquement assigné à un contact lorsque celui-ci va faire une offre d'achat pour un bien. Et lorsque l'offre est validée, est signée, elle est acceptée, pardon, on va passer sur un statut qui est signé. Le contact ne signe pas, son projet ne se fait pas ou finalement, pour des raisons peut-être financières ou autres, il abandonne son projet d'achat et donc on a un statut abandonné qui cette fois-ci est attribué de manière manuelle. On va le mettre en statut abandonné en disant OK, le projet est abandonné pour le moment, ne le traite pas. Ce qui est important dans ces statuts, à quoi est-ce qu'ils servent au-delà de l'automatisation qu'il y a derrière, c'est aussi une façon de qualifier votre base de données. Ça vous permettra très rapidement de pouvoir savoir, OK, sur les 10 000 contacts avec qui j'ai eu contact sur les années qui ont précédé, combien sont réellement des gens qui sont actifs à l'achat ou combien sont ceux qui ont eu un projet à un moment donné mais qui n'ont pas abouti et combien ont signé finalement avec notre agence immobilière. Donc, ça vous permettra par la suite aussi de faire de la communication, du mass mailing, hein, ou de la newsletter si vous préférez. Oui, chez Wise, on aime bien les anglicismes, je tiens à vous prévenir. Je vais essayer de ne pas trop en faire, mais voilà. Et donc, ça vous permettra aussi de communiquer de manière beaucoup plus efficace et de segmenter votre base de données de manière beaucoup plus efficace. Je vais m'intéresser 2 petites secondes au statut intéressé. Quel est l'intérêt, je dirais, de ce statut? C'est de se dire, voilà, j'ai parfois, même souvent, je dirais, des contacts qui font des demandes d'informations sur des biens. Certains vont faire des demandes qui vont se concrétiser pour visiter un bien, mais parfois, ils font simplement des demandes. La demande ne débouche sur rien. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge. Alors, ne soyez pas offusqués par ce que je vais dire. C'est vrai que je ne connais pas tous vos process, mais la plupart du temps, il n'y a pas réellement une prise en charge de ce contact qui un jour a fait une demande sur un bien, pour lequel finalement il n'a pas poursuivi, mais on ne l'accompagne pas de manière proactive et continue s'il ne fait pas de demande de visite et autres. OK ? Et donc, l'objectif ici, je vais un peu agrandir l'écran, c'est qu'on va lui envoyer de manière régulière des mails avec des conseils immobiliers. Donc, ici, je vais revenir sur ces 2 premiers mails, mais on va avoir, par exemple, des contenus qui sont 4 conseils pour optimiser votre recherche. Faut-il avoir peur d'un mauvais DPE? Comment négocier sans se griller auprès de l'agent et du propriétaire? Et on va avoir
de manière récurrente, mais à des timings bien précis, une tâche qui va vous être attribuée et qui va vous demander de faire un suivi téléphonique pour dire, OK, est-ce que votre projet est toujours en cours? Objectif, c'est requalifier le contact en le mettant, par exemple, en abandonné si le projet a été abandonné ou si le contact a signé tout simplement ailleurs, par exemple. Et donc, si le contact a toujours un projet, qu'il est toujours en intéressé, on n'a pas de visite de bien à lui proposer, le suivi continue. Ici, avec Nicolas, je dois dire, il y a vraiment eu une réflexion sur quelles sont finalement les questions que se posent la plupart du temps les candidats acheteurs, quels sont les points qui peuvent être un point de friction sur leur projet d'achat, qui font qu'ils ne s'engagent peut-être pas dans une offre ou dans un achat concret. Et donc, on va leur donner des conseils pour être un petit peu plus matures dans leur processus. À quoi est-ce que ça ressemble concrètement? On a ici, par exemple, le fameux mail sur faut-il avoir peur d'un mauvais DPE? Et donc, on va leur envoyer un email ici avec un contenu qui est assez concret, je dois dire, et qui leur dit, ben voilà comment vous pouvez profiter d'un mauvais DPE finalement pour faire de bonnes affaires. Et voilà pourquoi vous pouvez faire de bonnes affaires avec un mauvais DPE. L'idée, c'est pousser le contact à revenir vers vous, installer la marque auprès de ces personnes et donc les rendre plus mûrs dans leur processus. Nicolas, est-ce que jusque-là, j'ai pas dit trop de bêtises? Est-ce qu'on est bon? Oui, oui, non, non, c'est ça, hein. C'est que effectivement, ce qui se passe, c'est que dans les faits, en tant que commerciaux, on constate que on a 50%, en moyenne, on a entre 40 et 60% des gens au téléphone qui nous ont contactés. Donc ça veut dire qu'il y en a la moitié qu'on n'arrive jamais à avoir au téléphone. Donc cette moitié-là, ben, c'est de s'implanter régulièrement pendant un certain laps de temps pour que même si elles nous ont pas eu au téléphone, elles puissent avoir une trace de nous. Et puis ceux qu'on a eus et qu'on a les contactés un peu au début, qu'on a jugé qu'ils étaient C et qu'on a un peu oublié, eh bien eux, sans qu'on fasse rien, ils vont avoir du contact. Du contact, on a essayé de faire du contenu. J'ai travaillé sur le contenu qui soit vraiment de la valeur ajoutée dans un parcours d'achat, une estimation, préparer une visite, un DPE, comme vous le voyez. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est aussi l'autre différence par rapport à l'expérience, la première expérience que vous aviez eue avec les checklists, avec les listes de tâches? Quelle est aussi la différence, la réflexion qu'on a eue sur la mise en place de l'automatisation? C'est plutôt que de proposer un rendez-vous téléphonique avec ces personnes, donc je vous contacte parce que je souhaiterais visiter ce bien. Plutôt que de fixer un rendez-vous avec vous pour en discuter avec vous, l'idée, c'est de leur donner la possibilité de fixer un rendez-vous directement. Je vais y revenir, n'ayez pas peur dans le détail. Mais quelle est l'idée derrière tout ça? C'est finalement comment se passe un processus de prise de rendez-vous? Moi, quand j'ai fait ma recherche pour acheter le bien que j'occupe actuellement, après ma journée de boulot, je regardais où j'avais des alertes qui venaient des portails sur lesquels je m'étais inscrit. Je recevais des alertes avec des biens qui pouvaient m'intéresser. Je regardais le bien, je le regardais avec mon époux. Et finalement, je commençais à regarder ça parce qu'il était 9h30 du soir. Hein, j'avais fini de faire à manger, rangé la cuisine et mis les gosses au lit. Et donc, on regarde le bien, ça nous intéresse, on veut visiter. On est tous les deux là et donc on sait ce qu'on fait cette semaine, quelles sont nos disponibilités pour faire une visite. Et donc, l'objectif ici, c'est de donner la possibilité aux gens de fixer un rendez-vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner la possibilité de fixer rendez-vous, mais pas en déant les 48 heures, donc 48 heures après la date de rendez-vous, de façon à ce que vous puissiez évidemment faire le suivi téléphonique que vous faites déjà, d'accord? Et donc, ça va simplement satisfaire un besoin de votre candidat acheteur qui est de dire, là, j'ai l'opportunité de prendre rendez-vous. Et vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, on sait prendre rendez-vous en ligne pour à peu près tout. Hein. Reprise de rendez-vous chez le médecin, je dois changer mes pneus et mettre des pneus hiver. Enfin, bref, partout, je veux réserver une table au resto. Partout, je peux réserver en ligne finalement. Et je peux prendre rendez-vous en ligne.
Et donc, il n'y a pas de raison, a priori, de brider l'immobilier sur ce point. Et cela ne va empêcher en rien le job que vous faites aujourd'hui, qui consiste à qualifier le contact avant de faire la visite, puisque vous aurez tout le temps de pouvoir qualifier ce contact avant, avant le rendez-vous effectif. OK? Et donc, ça, c'est aussi pour... Ouais, Oui. si juste je peux me permettre, l'idée c'est au même titre que la vente interactive, où c'est un prétexte pour générer des nouveaux contacts et pour rafraîchir une annonce, etc. C'est plus un prétexte de dire, OK, on te cale un rendez-vous pour visiter le bien, tu vas répondre à 3 questions bateau, et on a 48 heures, donc on a 2 jours pour appeler le client avant même de faire la visite. Et bien souvent, moi, ça je le faisais avant, il y avait un logiciel qui s'appelait Mon Assistant IMO qui prévoyait des visites, en fait, dès qu'il y avait un lead qui rentrait, il y avait un rendez-vous sur le bien qui était pris, mais le rendez-vous, c'est pas un rendez-vous fixe finalement, c'est un prétexte pour satisfaire le besoin du client de caler un rendez-vous, et comme il va caler un rendez-vous, il sera plus à même derrière de nous raconter son histoire pour pouvoir, parce qu'il a eu ce qu'il voulait en fait. On est bien d'accord là-dessus? Est-ce qu'on hoche la tête ou de haut en bas ou de droite à gauche? Un petit pouce avec un plus. Ou pas? Je peux activer le micro. Ça tangue un peu. Je peux activer votre micro. Non, je ne peux pas activer le micro, c'est à vous à l'activer en fait. C'est à moi? Non, c'est Ah, c'est à vous à d'activer l'équipe votre d'activer micro. le micro. Oui. Vous n'arrivez pas à l'activer? Ouais, c'est bon. Ah voilà, c'est bon, c'est bon, Ah. c'est bon. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Peut-être c'est le risque de ne pas faire la bonne fiche de découverte, Nicolas. Ils vont tous prendre le rendez-vous en ligne. En fait, c'est-à-dire, Julia, C'est-à-dire qu'on se voit que, ils peuvent dire, on a fixé le rendez-vous, on se voit que sur place le jour de rendez-vous, la date qu'on a fixée. Et c'est sur place que moi, je peux faire les fiches de découverte. Au lieu de la faire un peu d'avance et rajouter des autres biens qui peuvent correspondre aussi à son projet. Alors, je, non, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque la personne va prendre le rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir un mail de confirmation qui va dire votre réservation de visite est confirmée, et il aura un mot qui lui dit vous allez être contacté par notre bureau concernant la demande de visite que vous faites pour tel jour, telle heure, et on vous confirmera cette prise de rendez-vous dans un second temps. Donc, on précise bien que la réservation leur est acquise, mais pas la visite doit être confirmée dans un second temps. Et ça donne le prétexte à cette discussion que vous avez aujourd'hui et au cours de laquelle vous allez pouvoir éventuellement leur proposer d'autres biens. Et donc, et à ce moment-là, en fait, il ne faut pas que vous vous braquiez en vous disant, bah voilà, la visite est fixée, c'est foutu. Pas du tout. C'est juste satisfaire leurs besoins et les engager un petit peu plus vers ce processus. Mais vous avez toute liberté de dire, OK, je les contacte d'abord, donc je garde la main mise sur mon agenda, je finalise le processus de découverte avec eux, je leur propose d'autres biens et je déplace ce rendez-vous si nécessaire. C'est juste une réservation de visite, c'est pas fixé dans le marbre. Oui, mais de toute façon, c'est obligé, puisque les clients vendeurs ne sont peut-être pas disponibles pour la visite, donc c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Donc, Alors, si, je vais vous montrer tout le processus et si vous voulez, on en rediscute après, d'accord? Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez maîtriser derrière pour tout un tas de raisons, vous allez voir. Alors, ça pour le moment, je vous montrais ça dans le compte de Terre et Pierre parce que je voulais que vous puissiez voir aussi un peu à quoi ressemblaient les emails. Je trouve que c'est quand même important. Mais pour le reste de la démonstration d'aujourd'hui, enfin la formation d'aujourd'hui, je vais vous montrer ça dans mon compte de démo. Alors, ne soyez pas choqués, c'est un compte de démo qui est sur la Belgique et donc parfois vous allez voir des trucs qui sont 100% belges. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, première des choses, ici, j'ai fait une simulation sur le nom de Nicolas.
pour vous montrer comment est-ce que ça va se passer concrètement. Donc concrètement, le client rentre dans la base de données, il est en rouge, donc il est à traiter, ça on ne change pas le processus, sauf que automatiquement, la réponse va leur arriver, donc celle que je vous ai montrée précédemment, où ils ont la possibilité de fixer un rendez-vous. Comment se passe la prise de rendez-vous au niveau d'un bien? Deux choses. Alors, je vais aller dans la page personnelle du contact. On va aller dans un bien quand même qui est francophone. Je vais juste m'assurer mon truc. Ok, on est bon? Donc ça, c'est la page personnelle dans laquelle le contact va accéder à sa prise de rendez-vous en ligne. Ok. Lorsqu'il fixe une visite, je sais pas si... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit couac. Ok. Activer la prise de rendez-vous. Non, 21, 21. Hop, et on va mettre de 10h à midi. Ok. Lorsque le client va cliquer ici pour prendre rendez-vous, il va arriver sur un agenda, un peu ce que vous connaissez tous, un calendrier ou un agenda, mais qui est un double agenda. Je m'explique. C'est à la fois l'agenda du bien et votre agenda, d'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cet agenda va tenir compte de deux choses. Il va tenir compte soit des horaires de visite que vous avez déterminés pour un bien. Donc, dans l'onglet contrat qui est ici, dans la partie visite, vous avez la possibilité de faire deux choses, soit de fixer des dates particulières, soit de fixer des plages horaires hebdomadaires. Donc, si on sait qu'un propriétaire n'est jamais disponible que dans telle tranche horaire, donc tous les mercredis, donc ici, si je choisis la plage horaire hebdomadaire, je peux dire qu'on sait que le propriétaire n'est dispo que les lundis de 10h à midi, ok, et les mercredis de 16h à 18h. Ça, c'est concrètement quand est-ce qu'il est possible de visiter ce bien. Donc, vous pouvez encoder ces horaires de visite. Lorsque je choisis une plage horaire hebdomadaire, automatiquement, il va ne proposer que ces créneaux horaires au niveau de la prise de rendez-vous. Donc, vous êtes sûr que le contact ne va pas prendre rendez-vous dans des tranches horaires qui ne sont absolument pas jouables. Si vous avez des tranches horaires spécifiques, donc qui sont susceptibles de changer toutes les semaines, vous pouvez choisir des dates particulières comme je l'avais précédemment fait. Et donc là, on peut définir que, OK, il est possible de visiter, par exemple, dans 3 jours, toute la matinée, entre telle heure et telle heure. Ça, c'est le premier élément qui va être pris en considération pour la prise de rendez-vous. Et bien évidemment, deuxième élément qui va être pris en considération pour la prise de rendez-vous, ce sont vos disponibilités. Donc, si vous êtes au ski, comme je ne sais plus lequel de vos collaborateurs, lui, il a mis dans son agenda qu'il était en vacances. Forcément, il n'y a pas de prise de rendez-vous en ligne qui est possible pour lui. Si vous êtes à l'autre bout de la France, parce que vous faites déjà d'autres visites pour d'autres biens, il va tenir compte des disponibilités, de vos disponibilités pour la prise de rendez-vous. Okay. Ce qui nous intéresse surtout très très fort, c'est ceci. Lorsque je clique ici, sur la prise de rendez-vous, j'ai 3 questions et 3 réponses qui peuvent être obligatoires ou pas et qui vont déjà vous donner un indicatif assez intéressant sur quel est le profil de cette personne. Première question, c'est pour quelles raisons souhaitez-vous acheter? Une information qui nous intéresse très fort, c'est celle-ci, je souhaite investir. Donc, ce qui nous permet de définir si on a affaire à un candidat acheteur, quel profil de candidat acheteur, ou si c'est un investisseur, on ne va pas le travailler de la même manière, d'accord? Quand souhaite-t-il acheter? Ça, on s'en moque un peu. Comment allez-vous financer votre achat? Ça nous intéresse aussi très, très fort pour savoir quel est finalement, ça nous donne déjà des premiers indicatifs sur le projet.
Et surtout, ça nous permet de définir si cette personne doit vendre son bien pour pouvoir en acheter un autre. Ça veut dire que très tôt dans le processus, vous avez déjà cette information, que vous allez pouvoir peaufiner avec lui, bien sûr, mais au moins vous avez l'information. Quand la personne complète ces questions, vous y avez accès directement au départ de Wise. Donc ici, je viens de fixer un rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous recevez un email qui dit telle personne a demandé une visite tel jour, telle heure pour ce bien. OK? S'il clique sur un horaire de visite qui n'est pas disponible a priori, qui ne lui est pas proposé, vous ne perdez pas le contact. Le système dit cet horaire n'est pas disponible actuellement. Souhaitez-vous être contacté par l'agence? Le système va dire, donc le client va dire bah oui, je voudrais bien, parce que moi je veux visiter le samedi, j'ai vu que c'est pas possible le samedi. Donc vous ne perdez pas le client, vous recevez l'information et vous pouvez continuer à le traiter. Donc pas de souci de ce côté-là. D'accord? Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Hop, je sors de là. Je reprends le profil de Nicolas et j'ai ici, en fait, la réponse aux questions de Nicolas. Donc, je sais, au moment où j'ai une demande d'information qui a été faite, j'ai déjà quelques indications sur quel est le profil de cette personne qui souhaite visiter. Et donc, quand je l'aborde pour confirmer ou non le rendez-vous, je sais directement, je sais déjà à qui j'ai affaire. Le fait qu'il ait pris rendez-vous va automatiquement activer le contact et va automatiquement le faire basculer en chaud puisque j'ai bien un rendez-vous qui est défini. Et donc, forcément, dans le processus de suivi, je ne m'adresse pas et je ne dis pas la même chose à un contact qui a pris rendez-vous qu'à quelqu'un qui n'a jamais réagi finalement à une demande d'information sur un bien. Parce que jusque-là, tout en va bene. Si vous voulez réagir, je vous en prie, c'est maintenant. Ça va? Vous pouvez me lancer des bouteilles si vous voulez. Oui, Élodie. C'est hyper fluide par rapport, enfin, dans ma tête, c'est hyper fluide par rapport à ce qu'on avait fait. Les contacts entrant par téléphone, que je vais saisir manuellement, ils sont en froid dès le départ, comme ce que les négos peuvent faire quand ils reçoivent un contact personnel, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, absolument. Actuellement, une fois que je les ai saisis, je les bascule en intéressés, ils rentrent dans la boucle et ils peuvent également recevoir le mail et faire ce processus-là? Oui, ce serait possible. C'est tout à fait possible. Il y a quelques manipulations à faire, mais je vais vous montrer qu'en fait, le système, admettons, je vais encoder quelqu'un ici. Donc, je l'encode manuellement, je l'ai au téléphone. C'est un candidat acheteur. À gmail.com, peu importe. Bon, je le sauvegarde. Automatiquement, le système va vous proposer d'activer la checklist et donc d'entamer le processus de suivi. Okay? Donc, au moment où vous l'encodez, je valide et donc automatiquement la checklist va se lancer et je peux bien évidemment d'office le basculer directement en intéressé et comme ça, hop, il va profiter du suivi. Le seul truc qui est important, c'est que quand vous encodez manuellement quelqu'un, le système ne sait pas à quel bien il est lié. Donc, vous devez l'ajouter manuellement dans son espace. Comment est-ce qu'on fait? 3 petits points ici en bas à droite. Ajouter un bien à la page personnelle et je vais rechercher un bien, le bien pour lequel il a à la base demandé de l'information. Et donc, Yulia, aussi, peut-être pour vous, ce qui peut être intéressant, c'est que vous recevez ce contact qui finalement a fait une demande de visite pour un bien, vous l'avez au téléphone pour valider ou non sa visite, et vous vous dites, ah ben j'ai tel et tel bien qui pourrait aussi correspondre finalement à ce qu'il recherche. Okay? Donc, vous savez aller ajouter manuellement les biens que vous pensez qui peuvent lui convenir à son espace de données personnelles. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir à terme pousser les gens à aller dans cet espace de données personnelles? Parce que toute modification que fait un contact dans cet environnement
et enregistré dans l'historique du contact dans Wise. Et donc, ça vous permet d'avoir un meilleur suivi aussi de ce que font les gens. Je m'explique. Je vais ici sur la page détail de ce bien et je n'ai pas pour ce bien, plus de trucs zut, mais ce n'est pas grave, je vais regarder pour l'autre. Nicolas, vous pourrez m'engueuler après, hein, je n'ai pas assez préparé mon truc. Ah, voilà, j'ai ça, c'est pas grave. Donc, je vais avoir tous les biens pour lesquels j'ai marqué un intérêt chez Terre et Pierre, d'accord? Je peux checker. Ce qui m'intéresse, c'est que ici, vous pouvez dans Wise dire, je vais lui donner accès à des documents auxquels il ne pourra avoir accès que dans cet environnement. On va mettre le DPE, le certificat électrique, mais on pourrait mettre un modèle d'offre, par exemple, où les coordonnées du bien seraient déjà précomplétées. On pourrait mettre toute une série de documentation. Si vous avez des brochures spécialisées, vous pouvez les mettre là-dedans. Il n'y a accès que via cet environnement. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si le contact télécharge le document, dans son historique, vous verrez qu'il a tel jour, telle heure téléchargé le document. OK? Si on va le pousser aussi à retourner dans cet environnement, pourquoi? On va lui dire au bout d'un moment, bah tiens, je sais pas, moi, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il est là, il n'y a rien qui se passe. Vous avez un call de suivi avec lui. Vous pouvez le pousser. Donc, déjà, premier élément, pardon, dans les mails qu'on lui envoie, on le pousse à retourner vers cette page de données personnelles ou vers vous en envoyant un email. Mais par exemple, il a accès à ses critères de recherche. Donc, on sait très bien qu'au début, un candidat acheteur, il veut un château pour 50 000 euros au milieu de la campagne, mais proche de la ville. Hein. On a tous un peu des idées comme ça, un peu pas très en phase avec le marché sur ce qui existe et à quel prix. Et puis, forcément, au fur et à mesure de leur recherche, tout ça va un peu évoluer. Okay, et donc, ils auront la possibilité ici de modifier leurs critères au fur et à mesure qu'ils avancent. À chaque fois qu'ils modifient les critères, ça va s'indiquer dans l'historique et ça va aussi renouveler leur date de mise à jour. Et ça va vous permettre, à terme, je sais que c'est un peu technique, mais à terme, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une base de données la plus up-to-date possible, c'est-à-dire d'avoir des contacts donc de pouvoir faire la différence entre des contacts qui sont actifs et des gens qui en fait ne le sont plus du tout. Okay. Cet environnement, à la base, c'est un environnement qui est nécessaire pour que vous soyez en conformité avec la réglementation, la RGPD, puisque c'est via là qu'ils peuvent dire, OK, s'ils veulent toujours recevoir des mails émanant de votre agence, ils peuvent modifier et surtout voir les informations que vous stockez les concernant. Mais ici, ils peuvent aller changer leur profil, modifier leurs critères et voir les biens pour lesquels ils ont marqué un intérêt chez vous. D'accord? C'est clair? Si vous me faites un pouce comme ça, c'est que c'est OK pour vous. Je sens que Julia ne m'aime déjà plus. Alors, je vérifie juste par rapport à la liste. Oui, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement dans ce qui a été dans le flux tel qu'il a été prévu par Nicolas? C'est que vous ayez des mails qui vont donc partir de manière récurrente. Je vais peut-être vous réafficher le suivi. Hop. Donc, on a des mails qui partent en moyenne tous les 15 jours. Le but, c'est pas non plus de commencer à les harceler. C'est un peu comme s'ils recevaient une newsletter, si vous voulez, récurrente. On les envoie tous les 15 jours. Après activation, ce qui serait intéressant, c'est surtout, n'hésitez pas à donner votre feedback. Ce qu'on a mis en place ici, c'est pas figé dans le marbre. On a besoin de votre retour du marché pour pouvoir s'adapter sur les timings, sur les contenus ou sur la façon dont soit ça facilite votre travail, on le souhaite, soit si ça pose un problème à un moment donné, on fait les modifications et on s'adapte en fonction de vos besoins, d'accord? Mais ici, vous allez avoir aussi tous les X ans une tâche qui est de faire le suivi téléphonique de cette personne, d'accord? Comment est-ce que ça va être généré dans le système? Je rebascule ici dans mon compte. Vous allez avoir ici des tâches qui vont venir se mettre dans votre compte Wise.
Il y a deux choses. Vous savez voir les tâches qui vous sont attribuées, soit au départ de Wise, donc dans la version ce qu'on appelle desktop, dans votre ordinateur, mais vous y avez aussi accès dans votre version mobile. Si vous voulez, je vous montrerai plus tard. Et donc, je vais juste prendre des tâches en retard et je vais les mettre à aujourd'hui, peu importe. Boum, boum. Ok, je vais les mettre à aujourd'hui. Alors, comment fonctionne ce module de tâches? Deux possibilités. Donc, quand vous vous connectez à Wise, vous savez voir immédiatement que vous avez 3 tâches à faire aujourd'hui, par exemple. OK? Je le vois grâce aux petits points verts et petits points rouges. Moi, je suis une très mauvaise élève. J'ai 54 tâches en retard et 3 tâches à faire aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui veut se connecter. Florence, je la connecte. Et donc, j'ai donc 3 tâches assignées pour aujourd'hui et 54 tâches en retard. Vous savez le voir directement ici, mais vous savez aussi directement le voir. Je vais juste agrandir un peu mon écran. Je suis sur un 27 pouces. Ici, vous voyez, j'ai une petite languette, c'est comme les flancs. Quand je clique dessus, je sais voir immédiatement au départ de mon agenda les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Vous savez les traiter. Alors, Florence, bonjour, bienvenue. Bonjour, désolée pour Je vais- le retard. Pas de souci. Je vais me permettre de désactiver votre micro, comme ça, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Ça facilitera les choses. Merci de votre compréhension. Donc, vous allez voir vos tâches qui sont ici. Vous savez les traiter directement au départ de votre agenda ou au départ du module de tâches. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je vois que j'ai une tâche qui est le compléter le compte-rendu de visite pour un client, d'accord? Soit je clique, ça a été fait, admettons, c'est fait. Je vais cliquer ici et je vais dire que la tâche a été faite. Donc, je peux modifier le statut de la tâche. Soit je peux cliquer sur les 3 petits points qui sont ici, cliquer sur modifier, voir plus de détails concernant cette tâche et éventuellement faire un commentaire ou faire un compte-rendu. D'accord? Première opportunité. Quel est l'avantage d'une tâche par rapport à quelque chose que vous auriez mis dans votre agenda? Ben, c'est précisément le fait que nous sommes tous des gens extrêmement occupés, avec des agendas bien remplis. Et donc, parfois, on n'a pas l'occasion de faire son suivi ou son traitement quotidien. Et donc, si la tâche n'est pas faite, eh bien, elle reste active en retard. Et donc, vous n'oubliez pas, entre guillemets, de la faire, ou en tout cas, elle ne part pas dans les limbes, elle ne disparaît pas de votre vue. C'est ça l'objectif de la tâche. De quoi est composée une tâche? Donc, au départ, une tâche est assignée à quelqu'un. Elle est toujours assignée à une personne et ne peut être assignée qu'à une seule personne à la fois. Elle a une date d'échéance. Petit conseil, ne travaillez que avec cette date d'échéance. Que vous pouvez bien évidemment modifier selon vos besoins ou selon votre planning. Okay. Elle peut concerner un client, ce qui est le cas ici dans le cas de la tâche que je vous affiche à l'écran, et elle peut éventuellement aussi concerner un bien. Elle peut être publique ou privée. L'objectif des tâches, c'est que vous allez avoir des tâches de suivi de vos contacts, mais vous pouvez vous créer, c'est un bloc-notes finalement, donc toutes les tâches que vous avez à faire, si vous ne voulez pas oublier de faire un truc dans un dossier ou d'aller rechercher, je ne sais pas moi, des documents à la municipalité ou autre, vous pouvez vous créer toutes ces tâches pour vous, pour votre gestion interne et personnelle. Ici, dans la description, je vais faire un compte-rendu de cette tâche. D'accord? Donc, faire un résumé de la visite dans la description de l'événement. Donc, ici, je peux m'ajouter des notes. Les notes que je m'ajoute ici vont être visibles depuis l'historique du contact, mais ne seront pas visibles dans un compte-rendu propriétaire, par exemple. D'accord? Un commentaire, à la différence d'un commentaire qui n'est lié que à cette tâche-ci, qui n'est visible que dans la tâche. Elle ne sera jamais visible au départ d'un historique, que ce soit l'historique d'un bien ou l'historique d'un contact. Je peux aussi joindre un document si c'est nécessaire. Donc, par exemple, des tâches que vous avez entre vous, ça pourrait être
Élodie qui transmet à Julia un document qu'elle a reçu sur un dossier qui pose question et que vous devez traiter. Donc, vous pouvez tout à fait joindre les documents à ces tâches et donc ça permet à tout le monde d'avoir accès à l'information en interne sans problème. OK? Donc ça, c'est une tâche. Vous pouvez y avoir accès soit d'ici de votre agenda, soit au départ de votre module tâche. Petit conseil que je vous donne, faites directement une petite configuration de ce module de façon à ne pas vous choper les tâches de tout le bureau. Donc, comment est-ce que je fais pour n'avoir que mes tâches à moi? Je vais cliquer ici sur Filtre. Et comme pour les biens, comme pour les contacts, j'ai la possibilité de lui dire ne m'affiche que les tâches que j'ai à traiter, qui sont en cours, celles qui sont faites ou clôturées ou annulées, je n'en ai que faire, hop, je ne les sélectionne pas. Et je sélectionne les tâches qui sont assignées à moi uniquement. Et donc, comme ça me permet au quotidien de voir toutes les tâches que j'ai à faire. Vous ne verrez pas les tâches d'envoi automatique de mail. Toutes les tâches qui sont automatisées, vous ne les verrez pas. Vous ne verrez que ce que vous avez réellement à faire. OK? Si vous travaillez déjà avec le module tâches, que vous avez déjà un 285 qui s'affiche ici, on peut cleaner ce module de tâches pour faire en sorte qu'il soit nettoyé en clôturant toutes les tâches qui sont trop anciennes. Si vous avez déjà fait des essais, Nicolas, j'imagine qu'il est possible que vous ayez de très vieilles tâches qui apparaissent encore ici et qui sont en retard. Vous pouvez tout à fait les clôturer en masse pour pouvoir repartir d'une situation qui est propre et nette. OK? Alors, oui, ce que je voulais vous montrer également, c'est lorsque un client va prendre rendez-vous via l'espace de données personnelles, donc ce qu'on a vu ici, comment est-ce que ça va se manifester dans votre agenda? Quand je clique ici sur calendrier, vous allez voir apparaître, en fait, ici, vous voyez un statut de rendez-vous. Qu'est-ce que c'est? Alors, lorsque un rendez-vous est fixé, vous allez avoir aujourd'hui un statut qui est, donc par défaut, pas confirmé. Et donc, la différence, c'est que, hop, voilà, quand vous verrez votre agenda, vous verrez ici un point d'interrogation. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le client a pris rendez-vous via son espace de données personnelles. Le rendez-vous s'est bien inscrit dans votre agenda, mais vous avez encore ce fameux coup de fil découverte à faire avec lui avant de valider le rendez-vous. Okay? Une fois que vous avez fait votre call pour valider le client, admettons que tout soit nickel et qu'on confirme la visite, je clique sur le contact et je confirme le rendez-vous. Si à contrario, la phase de découverte avec ce client dit que le bien ne va pas correspondre à ses besoins, vous avez deux opportunités, soit de vous annuler le rendez-vous, soit de vous le supprimer. Moi, je vous conseillerais vivement, dans les deux cas, de travailler avec le statut. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Pourquoi? Le rendez-vous ici va être barré dans votre agenda, ce qui libère le slot pour d'autres rendez-vous, c'est un problème. Donc, pour la prise de rendez-vous en ligne, ça libère complètement votre agenda. Mais chaque modification de statut du rendez-vous va renvoyer automatiquement un mail à votre visiteur. Donc, vous confirmez, il reçoit un mail qui dit que le rendez-vous a été confirmé. C'est annulé, il reçoit un rendez-vous qui confirme que c'est annulé. Lorsqu'une personne va prendre rendez-vous via son espace de données personnelles, vous recevez un mail qui dit « Concernant tel bien, telle personne a pris un rendez-vous, vous devez encore le confirmer ou l'annuler. » Donc, n'ayez crainte, l'information circule à 360 degrés. Vous ne perdez pas de gens. Vous n'allez pas subitement découvrir qu'il y a des nouveaux rendez-vous qui sont arrivés dans votre agenda. Vous êtes informé immédiatement de tout rendez-vous qui est fixé, un peu comme c'est le cas finalement aujourd'hui. C'est la seule chose qui change en fait, c'est que lui a l'impression qu'il va pouvoir visiter. Mais dans les faits, ça ne change rien à votre processus de travail, si ce n'est que ça l'englobe, je dirais, un tout petit peu plus dans le processus. Est-ce que vous souhaitez que je vous montre un peu comment ça se passe dans la version mobile?
Sur le téléphone? Qui c'est qui se sert du Oui. téléphone? Moi, je ne me sers pas trop du téléphone. En application Wise, vous êtes plutôt sur l'ordinateur ou sur le téléphone du coup? Vous voulez bien rallumer le micro, ça m'aiderait. Sur l'ordinateur, plutôt. Plus le Wise, Ok. sur le portable, c'est plus pour récupérer les infos pendant la visite. Du bien, regarder le bien, donner des infos un peu plus pertinentes. Détaillé. Détaillées, c'est ça. Après, c'est vrai que j'avoue que je ne le trouvais pas très fluide, donc je ne l'ai pas utilisé. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'était sur le téléphone moins complet, donc Alors, on peut peut-être se permettre de, si vous êtes d'accord, Nicolas, Ouais. Ce qu'on peut dire, avant de passer à la version mobile sur laquelle l'idée, c'est pas de rentrer trop dans le détail dessus, parce que là, il y a pas mal déjà d'infos qui ont été partagées, hein. Oui, oui. L'idée, c'est de pouvoir se dire, bah, ce qui a été construit, c'est qu'il y a des nouvelles checklists qui ont été construites, qui concernent notamment deux statuts du parcours client. Si vous pouvez les montrer, les statuts du parcours client, c'est le statut intéressé et le statut chaud. Dans ce qui a été créé également, c'est que on a, je le répète, mais c'est important, là, Isabelle, elle a montré un peu finalement l'utilisation de Wise poussée pour la gestion des acheteurs. Nous, ce sur quoi on a travaillé, c'était que l'acheteur, le prospect acheteur soit nourri d'informations avec de la valeur ajoutée pour qu'il reste en lien avec nous et pour que quand on le rappelle, si jamais on n'a pas réussi à l'avoir, parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y a une partie des acheteurs qu'on n'arrive pas à avoir, eh bien, ils puissent se rappeler de nous. Parce que bien souvent, l'écueil, c'est: ah oui, vous êtes la Xème agence que j'ai appelée, pour quel bien? Et donc là, quand il va avoir des mails de nous concernant, il se rappellera forcément de nous, même si c'est un peu après. Et il y a peu d'actions, puisqu'on a bien pris note qu'il y avait la première checklist, elle n'était pas suffisamment fluide et facile d'utilisation. Il y a très très peu d'actions qui sont demandées par agent. Même si là, on est rentré dans le détail sur comment est-ce qu'on gère un compte acheteur, il y a très peu de tâches qui sont créées pendant le parcours pour pas que ça vienne cannibaliser votre activité commerciale à vous, mais simplement pour être en soutien, parce que des fois, on peut en oublier quelques-uns. L'objectif, c'est vraiment que notre base de données, elle soit le plus en plus à jour possible avec des acheteurs qui soient vivants et pas une base de données morte. Est-ce qu'on est d'accord sur... En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec Isabelle, ce qu'on essaie de vous traduire aujourd'hui. Est-ce que vous le percevez de cette manière-là? Parce que, oui, non. Ok. Quand Isabelle, elle est là sur le Miro, là, avec ça, c'est tout un mail de suivi, en fait. Et est-ce que vous pouvez aller montrer concrètement, Isabelle, dans le logiciel, ce que ça fait, puisque les checklists, elles vont être automatiques, mais juste montrer aux agents, parce que là, on a montré le back-office, mais montrer à l'équipe, par exemple, moi, en tant que prospect acheteur, si vous regardez l'écran, donc, tout à droite de l'écran, il y a froid, intéressé, chaud, prêt à signer, signé, abandonné. Vous vous souvenez que ça, la dernière fois, c'était très compliqué à mettre en place. Et finalement, il y a que trois onglets sur lesquels on va vraiment travailler. C'est l'onglet intéressé, c'est-à-dire que quand le contact y rentre par un média, il va être automatiquement, vous n'avez rien à faire, il va rentrer en intéressé, il va recevoir le bien on va lui proposer une prise de rendez-vous, on va prétexter une prise de rendez-vous pour une visite. Et ensuite, il ne va pas avoir des rapprochements automatiques si vous ne remplissez pas le champ des rapprochements automatiques. Il va venir juste être nourri de mails concernant sa recherche immobilière, concernant le marché, pour l'aider à faire le bon choix et pour qu'on soit dans sa tête. Et ensuite, le statut chaud, eh bien, on a prévu une visite avec lui. Donc du coup, il est en chaud et il a un heurtering qui est plus court, mais aussi où il y a très peu d'actions à faire pour nous-mêmes. Ces actions, à partir du moment où il est en chaud et qu'on a complété le rapport de visite,
ben là, le statut, il part et vous avez plus rien à faire non plus. Sauf une fois avoir un rappel téléphonique, genre il doit y avoir 2 ou 3 rappels téléphoniques sur 6 mois Oui. qu'on a créé. Donc c'est vrai, c'est pas contraignant, ça va pas venir alimenter vos tâches. L'idée, c'est vraiment qu'on soit dans la tête de notre prospect sans enlever le travail que nous, on doit fournir au quotidien et que vous fournissiez de plus en plus sur la gestion de la donnée et la gestion de nos acheteurs. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça vous va? Ouais. Bon, ben on va le tester, hein. Et de Ah, pas- nouveau, tout ça n'est pas figé dans le marbre, donc votre retour d'expérience est super important. Et donc, Voilà. on pourra aménager, affiner, peaufiner en fonction de vos besoins, quoi, et de votre retour d'expérience. Donc, C'est pas de panique là-dessus, c'est pas figé dans le marbre. c'est pas figé. Et en plus, et c'est votre retour d'utilisation qui a fait qu'aujourd'hui, on est sur cette version-là. Oui, Elodie, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais juste te demander, le statut chaud, il est mis quand le client fait la demande de rendez-vous ou quand la demande elle est confirmée? Quand il fait la demande de rendez-vous, il passe en chaud direct. Et si la demande est annulée, il reste en chaud. Si la demande est annulée, il reste en chaud. Oui. Ce sera à nous. C'est pour ça, pardon. Allez-y, Isabelle. C'est pour ça que ici on a un coup de fil de suivi que vous faites probablement déjà et auquel on peut aussi vous demander de dire ok, ben, repassez-le en intéressé. Si finalement son intérêt pour le bien ou si l'entretien téléphonique que vous avez eu avec cette personne n'est pas validé, le rendez-vous n'est pas validé parce que son projet n'est pas réaliste par rapport à la visite au bien auquel il s'intéresse, vous pouvez manuellement le rebasculer en intéressé. Donc, admettons ici, il est en chaud, bim, parce qu'il a fixé un rendez-vous, d'accord. S'il veut repasser, si vous vous rendez compte que la visite est annulée parce que c'est pas pour X raison, vous pouvez très simplement le refaire passer en intéressé. Et là, vous savez qu'il va profiter du lead nurturing. Ça, c'est un peu à vous de voir. C'est un conseil que je vous donne, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à vous d'arbitrer après, hein. La machine, elle fait pas tout, hein. La machine, elle envoie des mails et elle nourrit la relation avec le client. Florence, vous en pensez quoi? Pour réactiver votre micro en haut à droite. C'est en haut à droite de l'écran. Non. Ça y est, vous m'entendez? Ah, ouais. Oui, Ouais, excusez-moi, je trouvais pas le micro. Oui, moi, sur les petits trucs là, froid, intéressé, chaud, tout ça, ça va, je trouve ça pas mal, quoi. Par rapport aux mails attachés au statut des clients, ça fait un bon suivi et c'est vrai que du coup, ça permet de garder un lien avec les clients que quelquefois on oublie de relancer. oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Nicolas, que je montre ça, mais il y a aussi la vue Kanban, finalement, qu'on peut montrer. Moi, je la montre. Ouais, on peut la montrer, mais j'ai pas envie de vous perdre non plus. La vue Kanban, c'est la vue par étiquette. Euh, Peut-être pas aujourd'hui, Isabelle. OK. Ouais, on peut la Oui, montrer, oui, pas mais de souci. voilà. Là, il y a déjà. Moi, ce que je pense, c'est que est-ce qu'il y a à part Florence là qui a réagi, qui c'est qui veut réagir sur ce qu'on vous a montré? Vous pouvez te Et dire, hein, moi, je Elodie crois pas à vos aussi, trucs. on a écouté. Peu importe. S'il y a des choses, comme Yulia l'a fait tout à l'heure en disant oui, mais là j'ai peur que, encore une fois, comme dit Isabelle, c'est pas figé. Ça peut évoluer aussi dans le temps. Je pense qu'on l'a beaucoup simplifié, on a fait un gros travail de simplification. Mais on est aussi à l'écoute de critiques et de remarques pour pouvoir que tout le monde. Le but, c'est que tout le monde puisse l'utiliser en fait. Moi, j'utilise intéressé, statut intéressé chaud et abandonné. Parce que pour moi, si la personne est intéressée, alors elle est chaude pour acheter le bien, alors il est prêt à signer et il signe. Je
moi, je n'utilise pas prêt signé et signé. Ok. Ok, Mais on l'a travaillé comme ça, en fait, en vrai, hein. On a travaillé ouais. à intéressé chaud. C'est vraiment là où on a travaillé le plus gros du nurturing. Et après, les statuts faire prêt à signer, signer, abandonner, ben, abandonner, il y a aussi du nurturing sur l'abandonner. Mais le gros de notre activité, c'est que quand on a 2000 prospects, parce qu'il faut penser en globalité, quand l'agence, elle génère 2000 prospects et qu'elle fait entre 70, 75, 80, 90 ou 100 ventes, ben, ça veut dire qu'il y a 1900 prospects qu'on n'a pas forcément... sur ces 1900 prospects, il y en aura peut-être la moitié avec lesquels on n'aura jamais eu de contact. Et donc, on a travaillé sur ceux avec lesquels on n'a jamais de contact. C'est ça le but. Et si on fait une vente en plus par collaborateur grâce à ça, ben on aura gagné. En plus, à terme, ce qu'il faut se dire aussi, c'est par exemple quand un client signe, vous le basculez en signé, ça veut dire que d'ici 1 an ou 2, peu importe, vous aurez la possibilité de dire, tiens, je veux reprendre tous mes acheteurs qui ont signé entre telle et telle période et leur dire, voilà, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Tiens, est-ce que vous souhaitez, le marché change beaucoup, il évolue très fort. Est-ce que vous souhaitez avoir une estimation de la valeur de votre bien au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez un projet immobilier? N'oubliez pas, on est là. Donc, d'un point de vue marketing, c'est super intéressant que vous puissiez, alors que vous le fassiez au plus simple et au plus pratique pour vous. Moi, je suis 100% derrière vous pour ça. Juste, si vous le faites et que vous le faites bien, vous allez vraiment pouvoir en profiter derrière. Et donc, juste pour vous expliquer, moi, j'accompagne pas mal de clients dans l'intégration de ces flux. Et ça fait maintenant quelques temps que j'en ai activé chez les clients en Belgique et qui me donnent comme retour que ça leur donne des opportunités de business parce que quand ils appellent un prospect vendeur, ben, ils ne sont plus la 155e agence qui appelle sur la journée, mais étant donné qu'il y a eu des mails de suivi, etc., on sait qui est l'agence X, d'accord? Donc ça facilite grandement la conversation téléphonique. Et on a aussi des gens qui ont acheté ailleurs, mais qui vont dans l'agence qui les a suivis pour vendre leurs biens parce que justement, ils ont reçu des conseils, ils les ont trouvés chouettes, pertinents. Ils avaient besoin d'un agent immobilier, ils en avaient marre, ils s'en sortaient pas tout seuls. Et l'agence en question n'était plus une inconnue, donc qu'ils avaient complètement oubliée. Donc à terme, je pense pouvoir dire au jour d'aujourd'hui que ça va vraiment vous amener du business. C'est-à-dire que, effectivement, allez-y dans le statut signé, Isabelle. Mais là, je suis chez vous. Ah oui, je suis chez vous. Oui. Par exemple, si on remplit bien quand il a signé, il va avoir des mails auto d'anniversaire. Donc, est-ce qu'on a bien signé la promesse? Donc, il va avoir une tâche qui va apparaître. Et à partir du moment où la promesse elle est signée, ben, 1 an après l'apparition de cette tâche, il va y avoir un email qui va dire ben, anniversaire 1 an, anniversaire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. On n'est pas allé au-delà de 4 ans. Les taux de rotation, ils diminuent un petit peu aujourd'hui. Alors après, peut-être qu'on en mettra à 6 ans, on verra. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir les suivre sur du court, moyen et long terme, sans qu'on ait rien à faire. Oui, vous partez faire du ski. Voilà. Est-ce Est-ce que que c'est vous OK? avez des questions? Quelles peuvent être vos questions? Non, je pense qu'il faut l'utiliser et voir après ce que ça donne. OK. Alors, c'est pas actif aujourd'hui. Ce sera actif vraisemblablement à partir de lundi, mais ça, je pense que Nicolas, vous le confirmerez à votre équipe dès qu'on aura Ouais, activé, hein. ouais. Lundi matin, la checklist, ça va partir lundi matin. À partir de lundi, ce nouveau système-là, il va fonctionner. Donc, Isabelle, elle s'est proposée parce que ça, c'est quelque chose qu'on a construit avec Isabelle. Elodie, elle était intervenue sur la première version qui nous a permis de pondre cette deuxième version. Et on a créé un espace chat dans lequel On va créer. si jamais vous avez des questions,
Ce sera poser ces questions dans ce chat-là. Vous allez recevoir un chat de Teams, c'est ça, Isabelle? C'est ça. Et c'est Isabelle qui vous répondra sous 24-48 heures sur les questions à l'usage de ces checklists et de ces automatisations-là. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a un comportement, vous ne comprenez pas pourquoi le client a reçu tel ou tel mail ou pourquoi il a pu faire ceci ou cela, vous m'envoyez un message et je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça en détail. Je suis d'une patience, vous n'imaginez même pas. Ok, Voilà pour bon, aujourd'hui. merci Isabelle. Merci à tous. Je vous enverrai le chat, Nicolas, un peu après notre réunion, d'accord? Ok, ça marche, très bien. Merci beaucoup, bonne Merci, passez une excellente continuation. journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Le corridor de Mathilda, je ne serai jamais avec toi. Alors, Je- Il m'a fait rire. qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible, Dora, on ne se voit pas. Mais non, on te voit pas, Anthony. Tu t'es caché, Anto. Ça va? Ça va, ça fait pas trop? Non, merci. Moi, je trouve que c'est bien que le statut préassigné il soit pour les offres d'achat. Il a vraiment un statut aujourd'hui. Le client, il signe l'offre d'achat, on passe en préassigné. Et le signé, c'est quand on a signé le compromis. Ouais. Je trouve que c'est plus facile. On a essayé de... Ouais. Ok. Ok, ça marche. Bon, Marion? Désolée, ça arrive un peu en cours, j'avais oublié. C'est pas plus vite, hein. Mais, Oui, j'ai vu que tu as fait au plus vite. T'as roulé vite, Marion. T'as roulé vite. J'étais sur mon canapé quand j'ai vu le message de Julia, j'arrive dans 5 minutes, et là c'est fait. Bon, j'ai raté quelque chose. Donc j'avoue que j'ai sauté dans la voiture et je suis arrivée là. Donc bon, bravo, désolée. Bravo, Marion. Ça aurait pu arriver en pyjama, ça aurait pu être pire. J'aurais pu arriver en pyjama, c'est vrai. Donc je fais déjà dit. C'est la même des petits, donc normalement. Ouais, après il faudra avoir dans l'utilisation par rapport aux, tu sais, aux visites déjà programmées. Aux visites. Oui. Parce que dans les créneaux, oui, une maison vide avec notre agenda, ça c'est jouable, facile. Une maison avec quelqu'un dedans, programmer des heures, les gens, ça change tous les jours, toutes les semaines, sont jamais. Enfin, donc là, ça me paraît un peu plus. Mais ça reste on va dire, ça reste un moyen de dire, bah, si vous voulez vraiment la valider, on fait au téléphone, et puis à ce moment-là, on dit, bah, les clients, il faut que vous voyez avec eux. Ou s'il y a des Bien sûr. locataires, encore pire. Bon, voilà. Ouais. Non, mais... Donc ça a un peu ses limites sur ça, parce que les gens, ils vont être peut-être déçus de penser programmer la visite, ils vont nous devoir au téléphone, et là, on va leur dire, non, c'est pas possible, parce que là, je sais pas, à voir l'utilisation. Ou alors, on ouvre les créneaux que sur les maisons vides. Je sais pas. Oui, on pourrait. Il faudra le voir à l'usage. Il faudra voir à l'usage et comment. À l'usage pour voir si, parce que vu que les gens veulent tout de suite, s'ils ont programmé une visite, s'ils ont déplacé des choses, et qu'après on leur dit ah ben non, les clients sont pas là, à mon avis, je sais pas, à voir. Après, il faut se souvenir d'une chose, c'est que 75% des gens qui nous appellent, ils n'achètent pas le bien pour lequel ils nous contactent. Et le bien, il correspond pas forcément aux besoins. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, OK, on va prendre le rendez-vous, mais je vais juste valider avec les propriétaires parce que il y a peut-être des impondérables. Et qu'est-ce que vous pensez que je vous pose quelques questions pour bien comprendre votre projet et pour voir si j'ai éventuellement d'autres affaires à vous proposer, ce que disait Julia tout à l'heure. Et en fait, c'est juste un prétexte, ce rendez-vous, et il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de, on n'a pas, c'est d'essayer de voir quel est le résultat et de voir, et si en fonction du résultat ça marche pas, on fera évoluer les choses. Mais on peut pas rester, moi je veux pas rester sur un modèle qui est figé, sur un modèle comme on faisait avant. Et donc, si ce modèle-là, il convient pas, ben, ou s'il faut le faire évoluer à 5 ou 10 ou 15%, on le fera évoluer, Marion. Voilà. Mais là, on va avoir besoin de votre retour et on va vraiment besoin que vous l'utilisiez
sur une certaine période et nombreux pour pouvoir avoir un retour d'expérience solide. C'est OK? Et toi, Anto, qu'est-ce que tu en as pensé? Ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le lien que tu peux garder avec les clients sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'au bout de 2-3 mois, tu penses peut-être moins à les relancer et de garder ce lien régulièrement. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Et qu'au bout de quelques mois, après, tu te dis, bon, Si j'ai bien compris, tu l'as perdu. quand ils vont aller modifier des choses dans leur recherche, nous, ça va nous remonter. Ouais, Donc, il va être remonté donc automatiquement. Parce que c'est vrai que quand on fait les rappels, on prend les premières pages, et puis après, bon. mais c'est vrai. Là, C'est- ça ouais. remonte. Et du coup, ça va nous permettre de voir les personnes qui modifient, passer de ça à ça, on voit que le projet s'affine. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça. Ce que Isabelle vous a pas montré, c'est que il y a des click to action sur les emails où dans certains emails, quasiment tous en fait, on a Pardon, ah, je suis revenue, oui. mais est-ce que vous voulez que je coupe l'enregistrement? Ah oui, oui, vous pouvez. Là, on discutait. Oui, oui, c'est bon. Vous pouvez Parce que j'ai couper. vu que l'enregistrement était toujours en cours. Ça marche. Du coup, on a continué à échanger après, nous, Isabelle, vous voyez? Ok, arrêtez l'enregistrement.